Salut, moi c'est Jérôme Vermelin et vous écoutez Les gens qui lisent sont plus heureux. Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps d'ouvrir un livre était devenu un acte de résistance? Ce podcast, c'est celui des passionnés de lecture, sous toutes ses formes, sans préjugés. Dans cet épisode, mon invitée est la romancière française Emma Becker. Je suis quand même persuadée que la lecture ouvre des horizons que Netflix, que Facebook n'ouvre absolument pas. Et en ce qui me concerne, tous les moments où j'ai pu me sentir complètement déprimée, certaines fois aussi à la maison, dans le bouquin, Zola m'a sauvée. Avec La Maison, son troisième roman paru chez Flammarion, Emma Becker a signé l'un des chocs de la rentrée littéraire 2019. Sur le fond comme sur la forme, puisque son auteur a vécu et travaillé pendant 2 ans et demi dans une maison close à Berlin pour nourrir ce texte à la fois tendre, poétique, drôle et cru. À l'heure du mouvement MeToo, Emma Becker, 30 ans, pose un regard inattendu sur les rapports hommes-femmes, la mécanique du désir et les relations sexuelles tarifées. Ses propos très francs lui ont déjà valu quelques critiques sur les réseaux sociaux. Elle les assume et elle les réitère dans cet entretien sans concession qu'elle m'a accordé alors que La Maison figure parmi les favoris des grands prix littéraires de l'année. Bonjour Emma Becker. Bonjour Jérôme. Ça va bien? Très bien, et vous? Est-ce que le café vous convient? Oui, ça va, oui, je vais pas me plaindre, c'est mon premier café. Voilà, parce qu'on est tôt le matin, pas si tôt que ça, mais on est fatigué. On est fatigué, ouais. Voilà, ouais. Et on va faire une interview, on va faire un podcast entre buveurs de café. Tout à fait. Et amateurs de livres, de littérature. Je vous reçois pour parler de La Maison, qui est un roman dont on parle beaucoup en cette rentrée littéraire, et qui, au sens propre comme au sens figuré, nourrit beaucoup de fantasmes. On parle beaucoup dessus sans forcément l'avoir lu. Expliquez-moi un peu comment ce projet, quand même unique dans les livres de la rentrée littéraire, est né. En fait, il est né quand je suis arrivée à Berlin. Je suis arrivée à Berlin en 2013. Je venais de finir mon deuxième livre et dans ma recherche d'un nouveau sujet. Et parce que je venais de finir pas mal de bouquins d'Hunter Thompson, je passe un jour, je me balade et je passe devant un bordel et d'un seul coup je me suis dit mais c'est vrai que tout ça, c'est vrai que c'est légal ici. J'avais complètement zappé ça et je m'en suis rendu compte et du coup je sais pas, en une fraction de seconde je me suis dit il faut absolument que j'aille voir comment c'est dedans et de fait que j'y travaille parce que je savais bien qu'il y aurait pas moyen d'écrire sur les bordels sans travailler dans un bordel soi-même. Là, je vous arrête tout de suite. Quand on dit que j'y travaille, c'est pas forcément la réflexion que va se faire tout de suite un écrivain ou un journaliste. Non, mais si un écrivain ou un journaliste a envie d'écrire sur les bordels et qu'il est un peu honnête, en l'occurrence, c'est pas que je me targue d'être la personne la plus honnête, mais enfin, je suis une femme et je suis un écrivain. Il me semble que pour écrire un bouquin qui soit juste sur ce thème, il faut donner un peu de sa personne. On peut pas... déjà, c'est une question de logistique. On ne peut pas, en tant que femme, rentrer dans un bordel et rester comme ça, à glander parmi les filles en leur posant des questions. C'est une question d'honnêteté, de déontologie, de faire le même métier pour savoir de quoi il retourne et surtout ce qui se passe en tant que femme pour soi, pour sa sexualité, pour son désir quand on fait ce boulot. Alors, entre l'idée de le faire, de rentrer vraiment là-dedans et d'y travailler et le faire vraiment, est-ce qu'il y a un petit gap? Est-ce qu'il y a quand même un moment de questionnement? Ou est-ce qu'il faut être un peu tête brûlée? Je pense qu'il faut être un peu tête brûlée. Après, moi, le principe me choquait pas vraiment. Enfin, l'idée de me faire un mec contre de l'argent, moi, n'a jamais été pour moi un truc sacrilège. Non pas que je sois particulièrement progressiste ou quoi, mais ça ne produit pas le bouleversement qu'on s'imagine. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas le cas. Et puis, quand on fait une expérience comme ça, dans le premier bordel où j'ai travaillé, qui était vraiment un truc à la limite de la légalité, qui était tenu par des Albanais, avec des nanas dont on sentait bien qu'elles n'étaient pas à l'heure de leur plein gré, oui, il y a une forme de bravade qui fait que si on s'arrête 2 secondes pour réfléchir, on le fait pas. Il faut le faire, quoi. Sinon, on part en courant. Peut-être qu'on part en courant. Oui, c'est possible. Moi, je suis pas partie en courant parce que ça me fascinait en même temps que ça me terrifiait. Je suis restée 15 jours, ce qui est pas beaucoup, mais en 15 jours, j'avais suffisamment fait le tour pour me rendre compte que c'était pas du tout le genre d'endroit où j'avais envie de travailler et pas du tout le genre d'endroit où je pense que les femmes devraient travailler d'une manière générale, quoi. Alors l'objectif, c'est quand même pas de faire un livre de témoignages, de faire un document. Votre objectif, c'est quand même de faire un roman dès le départ.
La forme qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'elle est née au fur et à mesure de l'expérience, ou vous êtes allé chercher les choses dont vous aviez besoin pour une idée du roman que vous aviez dès le départ? Non, je savais pas du tout ce que je voulais écrire comme livre. En fait, je pense qu'à la base, je voulais faire un truc un peu, pas sociologique, mais enfin brosser un portrait de comment la prostitution légalisée en Allemagne se passe de nos jours à Berlin, puisque c'était là que je vivais. Et puis en fait, le livre a complètement changé pendant que je travaillais à mon insu, c'est-à-dire d'une espèce d'enquête, je mets vraiment ça entre guillemets, mais d'une espèce d'enquête, c'est devenu vraiment une introspection et beaucoup plus une réflexion sur ce que c'est d'être une femme et d'être une pute qu'un truc sociologique, quoi. Donc forcément, on vit des choses auxquelles on ne s'attend pas, parce que c'est une véritable expérience humaine. Est-ce qu'en cours de route, vous avez douté? Bah, j'ai douté, non, je faisais énormément confiance à mon livre. Après, oui, ce que ça me faisait moi en tant que femme, après 2 ans et demi, c'est sûr que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté. J'avais une tendresse énorme pour cet endroit, mais je me rendais bien compte que par exemple, mon désir pour les hommes ou mon énergie vitale, qui est peut-être d'ailleurs mon désir pour les hommes, avait tendance à s'émousser. Ce que je trouvais pas dramatique, parce que je savais que ça allait s'arrêter. Mais peut-être mon moment de doute, c'était ça. C'était, est-ce que tu peux écrire un beau livre, un livre plein de poésie et d'amour pour les putes, quand tu sais toi-même que c'est quand même un boulot qui exige une part de sacrifice et d'abnégation, que déjà peut-être toutes les femmes sont pas capables de vivre. Et voilà, ton expérience à toi, elle est unique, parce que à côté de ça, t'es écrivain, que t'étais écrivain avant de faire ça, et que peut-être voilà, c'est une sorte de porte de sortie aussi. C'était pas mon métier pour toute la vie, donc mon expérience, elle ne représente absolument pas les expériences des autres. Pour l'entourage, ça se vit comment? Votre famille, vous leur expliquez que vous êtes en train de faire un livre et que vous avez pris une décision qui peut les choquer, mais que c'est comme ça? Bah, moi, je vivais avec mes sœurs à Berlin, et c'est vrai que quand j'ai commencé, voilà, ça les a pas énormément surprises non plus que ce soit mon prochain bouquin. J'ai mis un peu plus de temps à en parler à mes parents, mais en fait, au moment où je l'ai fait, j'avais déjà j'étais déjà tellement prise par mon bouquin, j'étais tellement contente de ce que je faisais que bon, la peur était pas tellement. J'avais des appréhensions, évidemment, l'appréhension de n'importe quelle gamine qu'on a collée pendant 10 ans dans un institut catholique et qui a pas du tout envie d'entendre dire que c'est du gâchis, quoi. Mais mes parents sont très intelligents, et j'ai été très agréablement surprise par l'accueil du bouquin. Il y a une forme de transgression. Oui, peut-être qu'il y a une forme de transgression que je sens d'ailleurs plus trop, parce qu'en fait, ma littérature, mes bouquins de prédilection ont tout à voir avec la transgression. Ayant grandi dans un lycée catholique, qu'on le veuille ou non, on apprend forcément aussi une forme de subversion. Mais c'était pas du tout la transgression qui m'amenait là-dedans, c'était plutôt la fascination pour ces nanas dont on parle tellement dans les livres, notamment en France, et qu'en fait on connaît pas du tout, dont on a tendance à faire soit des espèces de martyrs, soit des espèces de femmes complètement dévoyées. Voilà, je savais que au-delà de tous ces préjugés, c'est surtout simplement des femmes totalement normales, et qu'il fallait bien que quelqu'un leur donne la chance de le montrer aussi, qu'elles sont ni des victimes, ni des héroïnes. Vous avez l'impression d'être à contre-courant d'un discours sur la prostitution, sur la sexualité des femmes aujourd'hui, ou au contraire d'apporter juste un peu de nuance dans un univers de débat, de médias où c'est toujours blanc et noir? Bah, c'est vrai que c'est un exercice difficile, parce que je me pose pas derrière telle ou telle théorie de genre ou de sexualité. Moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir écrit un livre qui me semble plein d'amour, plein de tendresse. Après, si je me pose à contre-courant, j'en sais rien, mais c'est toujours une question de comment c'est perçu aussi. J'ai eu beaucoup de réactions hyper à vif sur les propos que je tiens en interview, mais c'est tellement difficile aussi de condenser un bouquin comme ça de 400 pages en 3 lignes. Non, j'ai l'impression d'avoir écrit un livre sur la puissance des femmes. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit très étonnant à entendre, ou alors vraiment il y a que les imbéciles pour s'en étonner. Alors, vous avez parlé des livres qui vous avaient influencé, inspiré. Au tout début, on parlait d'Hunter Thompson. Ce goût de l'expérience, donc, il vient de certains écrivains, de certains livres. Oui. Dites-moi un petit peu quels sont justement ces livres, ces écrivains qui ont fait un peu la romancière que vous êtes aujourd'hui.
Mais je dirais que, alors je dirais déjà Maupassant, Zola, mais le truc qui vraiment m'a transformée quand j'ai lu, c'était La mécanique des femmes de Louis Calafert, que j'ai lu sans doute beaucoup trop tôt. Et en fait, ça m'a mis du temps à comprendre, par exemple, que toutes ces femmes dont il parle sont peut-être pas forcément des puces d'ailleurs, mais ça se mêle, ça s'en mêle tellement qu'il y avait un espèce de questionnement en moi, en mode, quand il parle de la mécanique des femmes, de quelle femme est-ce qu'il parle en réalité? Et moi, ça m'avait fait un effet bof. Donc Louis Calafert avec La mécanique des femmes et Septentrion, qui est pour moi une merveille. Après, qui d'autre? Nicholson Baker, un auteur américain que j'aime beaucoup et qui a écrit un livre qui s'appelle Le Point d'orgue et qui est aussi un questionnement très intéressant sur la question du consentement, sur la différence fondamentale entre érotisme et pornographie, qui se trouve être en fait l'attente, le délai. Et de toute façon, une manière d'écriture un peu culottée. Enfin, et je pense notamment à Calafert qui vraiment a ce courage énorme de décrire ces années de misère noire et comment il se fait entretenir par une nana plus vieille et qu'il aime pas beaucoup. Mais il y a un tel humour là-dedans. Mais c'est vraiment les auteurs qui moi m'ont formé, quoi, et que je relis avec plaisir. 51 degrés, vous devez pas trop aimer. Oh non, non, je l'ai pas lu. Je vais être honnête, je ne l'ai pas lu, mais j'en meurs pas d'envie non plus. Dans ce podcast, j'interroge toujours par surprise mes invités sur le titre du podcast. Ça s'appelle Les gens qui lisent sont plus heureux. Amen. Vous avez le droit de pas être d'accord, hein, mais vous en pensez quoi? C'est pour ça que je dis amen. Je suis quand même persuadée que la lecture ouvre des horizons que Netflix, que Facebook n'ouvre absolument pas. Et en ce qui me concerne, tous les moments où j'ai pu me sentir complètement déprimée, certaines fois aussi à la maison dans le bouquin, Zola m'a sauvée, moi par exemple. Enfin, les auteurs qu'on aime sont quand même comme de s'adresser à un pote. Enfin, c'est des moments qu'on se crée en dehors du monde. Je pense que je sais pas si les gens qui lisent sont plus heureux, mais enfin, en tout cas, ils ont plus de chances de l'être. Alors, il y a une différence entre effectivement l'expérience de la fiction et la lecture en particulier. De la fiction, il y en a partout autour de nous aujourd'hui. Vous pensez que la lecture, c'est vraiment une expérience de fiction différente des autres? Mais il faut déjà une mise en condition pour lire qui est automatique pour les gens qui lisent souvent. Mais enfin, le principe de prendre du temps, d'accepter d'avoir juste un livre dans ses mains, pas de téléphone, pas de conneries à côté, et de se mettre dans cette espèce d'état de transe où on lit page après page, il me semble que c'est un exercice. Et d'ailleurs, j'ai oublié votre question. Si les gens qui lisent sont plus heureux. Non, mais vous aviez une deuxième question après ça. Vous avez rebondi. Enfin, tu as rebondi. Oui, sur l'expérience de effectivement, sur l'expérience de la lecture, ouais, qui est une expérience de fiction. Il y a de la fiction partout autour de ouais, nous, des films, des séries, sur les réseaux sociaux. On peut regarder des vidéos, on peut des petites histoires. Mais la lecture, c'est une expérience de la fiction différente. Oui, particulière parce qu'elle est plus. C'est ce que je disais, parce que je la trouve plus profonde, parce qu'il y a vraiment une immersion en soi, qui est un exercice que tout le monde n'arrive pas à pratiquer, mais qui est, je pense, comme un muscle qui s'exerce. Et quand on rentre dans un livre, c'est pas une espèce d'immersion de surface comme en regardant un film. C'est vraiment, c'est un plongeon en soi, quoi. Et les bouquins qu'on veut pas lâcher, c'est quand même un phénomène magique sans qu'il y ait tout un bouquin énorme et à la fin il reste 3 pages, on n'a quand même pas envie de les finir. C'est le meilleur moment. C'est le meilleur moment, exactement. Donc il y a une forme d'érotisme dans la lecture, parce qu'on effeuille une histoire au fur et à mesure. Ah mais tout à fait. D'ailleurs c'est la raison pour laquelle malgré plein de tentatives, je me suis toujours pas acheté de Kindle, parce que comme pas mal de gens, j'imagine, le bouquin là, le papier corner ses pages, l'odeur et le simple fait que le bouquin vive, que le bouquin passe dans plein de sacs différents, qu'il leur sorte tout cabossé, moi c'est un truc que je trouve absolument magnifique. Puis il y a un truc terrible dans le Kindle, je fais une parenthèse, c'est quand les gens, moi j'ai suivi une conversation récemment sur Facebook entre des amateurs, des utilisateurs de Kindle, et t'expliquer t'en es où toi, maman? Je suis à 35% de tel roman. Moi j'en suis qu'à 10%. Ah, quelle horreur. C'est bizarre, non? Non, mais oui, c'est terrible, j'aurais préféré ne pas savoir ça, mais maintenant je ne me trouverai pas de Kindle. Définitivement, c'est beaucoup plus agréable de tourner. C'est vrai, mais pour les vacances, c'est quand même pratique un Kindle. Ouais. Déjà, ça fait 3 ans que je me pose ce genre de questions, donc à mon avis, on n'y est pas encore. Alors justement, vous en avez un peu parlé, mais dans la maison, vous lisiez beaucoup? Oui, je lisais beaucoup. En fait, comme j'étais en même temps en train d'écrire,
je lisais pas tellement de trucs nouveaux. Je faisais ce que je fais généralement, c'est-à-dire que je relis des bouquins que j'ai lus il y a longtemps, mais dont je sais qu'ils m'ont beaucoup plu. En l'occurrence, c'était beaucoup de Rougon-Macquart. Parce que j'avais fini tous les Rougon-Macquart 1 ou 2 années auparavant, et du coup, je me refaisais l'Assommoir, l'œuvre, Germinal, avec un plaisir, mais comparable au plaisir que certains ont pu avoir en lisant Harry Potter, ou que j'ai eu moi-même en lisant Harry Potter. C'est-à-dire, je me disais, oh là là, c'est chouette, parce qu'il m'en reste encore 18 à lire, là. Et c'était ça, en fait, c'était un peu comme un doudou. Zola m'a un peu servi de doudou pendant ces moments-là, parce que je connaissais l'histoire, mais je prenais tellement de plaisir à retrouver ces personnages. J'avais l'impression qu'ils avaient encore évolué en mon absence, ce qui est très égocentrique, mais voilà, on s'approprie les bouquins, quoi. Et il y a des livres comme ça donc, qui reviennent, que vous relisez régulièrement? Ouais, j'aime bien relire mes livres. Toi, tu relis pas des livres? Je suis un petit peu happé par les nouveautés, par l'envie de découvrir de nouvelles choses. Je suis partie de ces gens qui se disent que j'aurais jamais le temps d'une seule vie pour lire tout ce qui a été, fait. Donc parfois, moi, je suis plutôt du genre à commencer plusieurs livres en même temps et à me laisser prendre par celui qui me plaît le plus, qui m'aspire le plus, quitte à revenir à un autre derrière. Je peux tout à fait revenir dans un autre livre c'est après. Drôle, hein. C'est vraiment quelque chose que je fais pas trop, mais en même temps, c'est de la déformation professionnelle. Oui, c'est ça. Mais si tu lisais pour le plaisir, peut-être que tu relirais des classiques aussi. Sans doute. Mais entre un classique et un nouveau roman, je préfère le nouveau roman. Alors que moi, tu vois, je me dis, il y a tellement de classiques sublimes que j'ai pas lus, qu'en fait, pendant une certaine période de ma vie, plus trop maintenant, mais j'avais tendance à dédaigner les contemporains, parce que vraiment, j'avais l'impression qu'il me manquait le terreau des classiques, quoi. Mais bon, rien n'empêche de lire l'un et l'autre, mais tu vois, par exemple, les Rougon-Macquart, je trouve ça super actuel encore, hein. Il y a tellement de trucs qui sont vrais. Tu lis L'Argent, par exemple. Je sais pas si tu l'as lu. Non. Écoute, vraiment, alors moi je comprends rien à la bourse, au truc, mais il te le décrit d'une telle manière que tu le lis, mais comme un thriller. Tu sais, tu trembles avec sa carle de savoir ce qui va se passer avec ses finances. Pour moi, c'est un bouquin qui est bien plus puissant que n'importe quel thriller à mort moelle-neu d'aujourd'hui, tu vois. Et Zola gagne à être relu avec la lumière des événements contemporains, quoi. Quand je t'écoute, clairement, pour toi, le roman, c'est plus fort que toute autre forme de fiction. Si on t'appelle pour adapter ton livre en film ou en série ou écrire un scénario original, ça te branche ou bof? Ah bah si, ça me branche carrément. D'ailleurs, ça a toujours été un espèce de... Pas un fantasme, mais tu vois, dès que j'écris un livre, je me dis, mais ça, tu vois, cette scène, par exemple, en film, ce serait génial. J'ai toujours des espèces de petits... de trucs comme ça où je reviens en me disant tiens, je verrais bien telle personne pour jouer tel personnage ou tel angle, alors que j'ai aucune prétention de... Mais ça a toujours été quand même une idée qui me brancherait de voir ce que ça peut devenir sous forme d'image, un bouquin que j'ai écrit, Alors la Emma du roman, tu verrais qui? Bah c'est compliqué. Alors pour le coup, j'ai pas du tout réfléchi à ça, tu vois. J'ai plutôt tendance à me dire que n'importe quelle nana qui a lu le bouquin, qui l'a aimé, pourrait rentrer dans le rôle. C'est pas tellement une question de physique. Mais ce qui me réjouit d'avance, tu vois, c'est pas mon rôle, mais c'est toutes les autres filles, quoi. C'est toute cette cour que je décris dans le bouquin. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui sache reproduire la chatoyance des couleurs, les odeurs, les rires, la gaieté, tu vois, puis les moments moins drôles aussi. Tu avais vu l'Apollonie de Bertrand Bonello? Écoute, non, je vais être honnête, je l'ai pas vu. C'était une autre époque, un autre siècle, mais c'était vraiment la vie quotidienne de ces femmes. Et j'allais dire, effectivement, ce qui se passait dans chaque chambre était presque secondaire. C'était plutôt la vie en communauté tout à fait. Qui primait. Mais je l'ai pas, tu vois, je l'ai pas vu, on m'en a beaucoup parlé, et j'ai pas lu non plus plein de bouquins que j'aurais peut-être dû lire sur la prostitution. Tu vois, Griselidis Réal, j'ai jamais lu, par exemple. Mais parce qu'au moment où j'écrivais ce livre, je me disais, j'ai pas envie de lire quoi que ce soit d'autre, j'ai pas envie de me documenter par les livres, je vais faire mon expérience et je vais la livrer telle que moi je l'ai vécue. Pas du tout à la lumière de ce que les autres filles ont écrit avant moi ou de ce que les hommes ont écrit avant moi, même si c'est vrai que ma curiosité à la base a été très aiguillonnée par les bouquins d'hommes sur le bordel. Mais d'ailleurs, je ne m'en défends pas, tu vois. Je suis aussi le produit de la société dans laquelle je vis, du patriarcat sous lequel j'ai grandi. Je me prétends pas du tout être une femme libérée. Hein. Il y en a beaucoup plus libérées que moi. J'ai écrit aussi avec les souvenirs des hommes qui ont écrit des bouquins dessus. Féministe, c'est un mot un peu compliqué en ce moment. Bah, c'est un mot qui est compliqué parce qu'en fait le féminisme est d'une richesse. Il n'y a pas un féminisme. Il y a pas.
n'importe quelle femme s'invente son féminisme et il n'y a personne de leçon à donner là-dessus. C'est exactement comme la prostitution. Il me semble qu'il n'y a pas de dogme à avoir sur le sujet. N'importe quelle pute a une expérience différente de sa voisine. Donc, personne n'a décidé pour ces femmes de comment elles travaillent, dans quel contexte et ce qui leur semble pour elles acceptable. Le féminisme, c'est exactement la même chose. Chacune a son avis sur la question et c'est un avis qui est tout à fait valide. Tu imagines ce livre rouvrir un débat que certains réclament en France régulièrement? J'aimerais bien. Pour ceux qui réclament ce débat, j'aimerais bien. C'est-à-dire, j'ai pas écrit un livre. C'est pas un témoignage, c'est un roman. C'est pas un roman militant. Je suis pas en train de me faire le porte-parole de qui que ce soit, mais ça me semblerait quand même essentiel qu'on reparle de ce sujet qui n'est jamais au centre du débat. C'est-à-dire, on parle plus de la légalisation du cannabis, c'est bien parce qu'on est quand même les plus gros fumeurs de bœufs d'Europe. Mais la prostitution, c'est exactement la même chose. Ça existe, on pourra rien en faire à part légaliser. Il faut absolument qu'on légalise, on pourra pas avancer sinon. Qu'est-ce qui fait que les Allemands sont une position très radicalement différente des Français? Moi, je pense que c'est peut-être un cynisme de se dire au bout d'un moment, il y a toute une manne financière qu'on s'aliène en légalisant pas. Il y a du pognon à se faire, donc on va s'en faire. De fait, la légalisation en Allemagne, elle n'est pas du tout parfaite. Ils ont légalisé sans se pencher sur le cas par cas. Donc c'est pour ça qu'à Berlin, il y a encore des nanas dans la rue, par exemple. Alors que il faudrait pas. C'est des nanas qui ont forcément un Mac. Je pense que ce qui tue les Français sur le débat de la prostitution, c'est une espèce d'hypocrisie. Une espèce de bien-pensance qui n'est pas du tout en adéquation avec la réalité. C'est-à-dire on préférait faire semblant que toutes les putes sont des nanas qui n'ont pas le choix, qu'on fait travailler de force, en oubliant la part quand même significative de femmes qui ont choisi de faire ce métier, qui en sont fières, qui le revendiquent, qui militent, qui se soutiennent les unes les autres. Ces femmes-là, elles existent. Il y en a quand même pas mal, il y en a beaucoup. Et il faut que ces femmes-là, on leur donne la possibilité de faire leur métier dans des conditions dignes, quoi. Parce que c'est des mères, c'est des femmes, c'est des épouses. Enfin, je veux dire, c'est des citoyennes à part entière. Et au bout d'un moment, l'hypocrisie du gouvernement, on en a rien à foutre. De toute façon, le gouvernement, c'est pas les derniers à aller voir les putes. Donc, il faudrait bien qu'on finisse par réfléchir, non? Tu l'as envoyé à Marlène Schiappa, ton livre? Non, mais j'attends si c'est quelque chose dont elle a envie de discuter avec plaisir. Mais je peux pas envoyer mon bouquin à qui que ce soit, à qui je le vends après. Et si demain elle t'appelle pour participer à une mission de réflexion, tu le fais ou tu considères que on en revient au début, tu es romancière avant tout et que... Mais je suis romancière avant tout. Après, le problème, c'est que quand tu publies un bouquin comme ça, qui fait quand même état d'un sujet de société, voilà, tu peux pas te retirer complètement du débat. C'est-à-dire, j'ai fait cette expérience, j'ai travaillé comme une prostituée. Donc, j'ai quand même, il me semble, voix au chapitre. Il me semble que de mon expérience, je peux tirer un certain nombre de conclusions qui font que oui, il faut qu'on discute et je veux bien discuter aussi. Moi, mon point, il est quand même très clair. Il faut légaliser. Il y a pas de polémique là-dessus. Quelle que soit la manière dont on légalise, il faut légaliser. Je veux bien discuter à ce sujet-là, il n'y a pas de souci. Mais je ne me fais pas la porte-parole de qui que ce soit. Mon expérience, elle n'engage que moi et elle est aussi valide que n'importe quelle expérience de prostitution. Pour en revenir au livre et l'expérience de lecture, toi, tu considères que on peut le lire à partir de quel âge? Parce que dans les livres, c'est jamais écrit, interdit au moins de 13 ans. Non, mais d'ailleurs, tant mieux, parce qu'il y a tellement de beaux livres que j'aurais pas lu sinon à 14 ans. Tu disais tout à l'heure que parfois on n'est pas forcément prêt à lire certains livres mais quand on est adolescent. Toi, tu l'imagines pour quel type de lecteur, quelle tranche d'âge? Je sais même pas si je pense à un âge, tu vois, je me dirais, je trouve ça complètement con de dire il faut avoir 18 ans, mon Dieu, c'est pas que t'es pas prêt en tant qu'adolescent à lire certains livres, c'est que tu vas peut-être pas les lire d'une manière efficace ou d'une manière qui vraiment rend honneur au texte, tu vois. Moi, je considère que c'est un bouquin que tu peux lire à partir du moment où tu te sens être devenue une femme, que tu sens avoir ces problématiques-là, que tu te poses des questions sur ton genre, sur ton désir, sur ce que c'est qu'être une femme, même dans des situations comme celle-là. Je pense pas à un âge particulier, en même temps, tu vois. La question de la sexualité et du genre, peut-être que je me trompe, mais on dit beaucoup qu'elle se pose de plus en plus tôt, ouais, probablement, mais c'est d'ailleurs pas une mauvaise chose, parce que c'est vrai que le genre, c'est absolument ce qu'on en fait. Moi, je trouve que c'est super intéressant ce qui se passe entre l'homme et la femme. Voilà, je suis en train de lire le bouquin de Jablonka.
Je trouve ça intéressant la manière dont il décrit que les hommes sont tout autant que les femmes enfermés dans un genre, tu vois, qui est super oppressant. Donc je trouve que laisser la possibilité de plus en plus jeunes aux gens de décider si oui ou non ils sont un homme ou une femme ou que leur genre se situe entre les deux, je trouve que c'est un questionnement essentiel. Il n'y a pas d'âge pour y penser. Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui n'aiment pas lire ? Comment est-ce qu'on les n'aiment pas lire, hein. Qui n'aiment pas lire ou qui te disent j'ai pas le temps, c'est trop dur. Alors les gens qui disent j'ai pas le temps, je trouve que ça mérite une paire de claques parce que le temps on se l'invente, il y a toujours un moment pour lire. Après la question c'est est-ce que tu as envie de lire ? On peut rien dire à quelqu'un qui dit moi j'aime pas lire, moi ça me désole un peu parce qu'il me semble que c'est s'aliéner un monde, mais un univers. Mais après c'est vraiment une question de disposition. Et puis je pense que la lecture c'est un exercice. On peut aussi commencer par ne pas aimer lire, à trouver ça laborieux. Aussi parce qu'au lycée, par exemple, on nous le vend d'une manière qui est vraiment pas glamour. Mais c'est comme un muscle. À partir du moment où on commence à lire, après, c'est plus difficile. C'est pas... Et bon, voilà, les gens qui aiment pas lire, c'est dommage pour eux, quoi. J'en parlais dans un épisode précédent avec Monsieur le Prof, qui a écrit un roman, Le Hussard Noir, qui raconte l'histoire d'un prof au bord de la crise de l'air. On parlait de la difficulté, plutôt de la place de plus en plus réduite qu'a la littérature et de manière générale les matières qui ne rapportent pas d'argent. Oui. Dans l'enseignement des tu veux dire les bouquins un peu confidentiels Non, mais de manière générale, oui, peut-être pas forcément les langues, mais la littérature, c'est pas quelque chose... on a l'impression qu'en sachant bien lire, en tout cas en ayant une grande culture littéraire, on va pas forcément bien gagner sa vie. Ah bah oui, non, ça c'est sûr, hein. C'est un boulot qu'on fait. Et pour les enfants, pour les adolescents, il y a un côté, c'est vrai, on s'en rappelle, à l'école, on a l'impression que c'est un peu la corvée de lire les classiques. C'est un peu du stakhanovisme, tu vois, de filer à des gamins de 16 ans qui sont en train de s'éclater tout l'été, 6 bouquins à lire, qui sont d'ailleurs un peu, tu vois, pas forcément les moins poussiéreux, quoi. Tu vois, quand tu refiles Le Rouge et le Noir de Stendhal... Il faut se le faire aussi, Le Rouge et le Noir. Guerre épais, mais ça c'est pareil. C'est pas du tout bandant quand tu le vois, mais en fait, une fois que tu rentres dedans, et Zola c'est pareil. Qu'est-ce qu'on a essayé de nous le refiler, Zola, mais j'avais pas du tout envie de le lire. Et après, dès que j'ai pas eu besoin de le lire, mais ça a été absolument merveilleux. Mais après, il est détestable de penser que la culture devrait servir à quelque chose. Enfin, c'est un système de toute façon tellement pourri que si on commence à penser qu'est-ce qui rapporte, mais alors dans ce cas, mon Dieu, on fait plus rien. La lecture, c'est la seule joie gratuite. Enfin, c'est pas la seule joie gratuite. Enfin, c'est quand même l'une des seules joies gratuites de cette vie humaine. Oui, ça sert déjà à rendre heureux, c'est déjà bien, non ? Je suis assez d'accord, voilà. Emma Becker. Merci beaucoup pour ce petit moment autour de la maison qui vient de paraître chez Flammarion et puis de la lecture. Je vous dis à bientôt. J'espère. Je te dis à bientôt. On s'est tutoyé au fil de l'interview. Exactement. Je pense que les gens ne sont pas choqués en entendant. Merci beaucoup, Emma. Merci. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des gens qui lisent sont plus heureux.